Sud Radio, mettez-vous d'accord, 10h30, 13h, Thierry Staner. Merci d'être avec nous sur Sud Radio, il est 12h32. La fin de l'année approche et comme chaque année, nous serons nombreux et nombreuses à prendre de bonnes résolutions pour 2023. Et la star des bonnes résolutions cette année, c'est bien sûr l'activité physique. D'après le dernier baromètre réalisé par l'Ipsos et publié avant-hier, près d'un Français sur 3 souhaite se mettre au sport en 2023. Alors le problème des bonnes résolutions, c'est de s'y tenir, évidemment. On va en parler ce midi avec notre invitée, Ariane Calvo. Bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue oui. et avec également les témoignages de nos auditeurs qui nous appellent au 0826 300 300. Quelles sont vos bonnes résolutions de cette fin d'année? Avez-vous trouvé la recette pour vous y tenir? N'hésitez pas à partager au 0826 300 300. Ariane Calvo, dans le schéma des bonnes résolutions, il y a ce qu'on décide pour soi et souvent, parfois, ce qu'on décide pour l'image qu'on veut renvoyer de soi. Que ce soit pour se mettre au sport, par exemple, je le disais, pour arrêter de fumer aussi. C'est aussi un petit défi qu'on annonce aux autres, c'est ça? Oui, le troisième, vous pouvez ajouter se mettre au régime. Et je pense qu'on a le trio gagnant des bonnes résolutions de fin d'année. Oui, c'est exactement ça. C'est des choses... En fait, je ne sais pas si c'est exactement l'image qu'on veut renvoyer ou si c'est le moment où on est d'accord avec soi-même pour faire enfin ce que qu'on doit faire pour soi-même, pour être en bonne santé, pour prendre soin de soi, et que l'on n'arrive jamais à mettre en place dans le courant de l'année parce qu'on est pris par le tunnel du quotidien, du stress, il faut bien le dire, puisque ces 3 dernières années ont été particulièrement stressantes, et puis de tout ce qu'on a déjà mis en place et qui fonctionne en fait en mode réflexe, j'imagine qu'on va en parler tout à l'heure, et où on a du mal à ajouter des choses qui introduisent un changement pour des nouveaux réflexes qui soient plus conformes à nos valeurs et à ce qu'on souhaite être et faire, mais qui mettent beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'efforts à se mettre en route. Mais annoncer ces bonnes résolutions à son entourage, est-ce que c'est une sorte de défi qu'on lance publiquement à soi-même? Est-ce que c'est une source d'encouragement ou au contraire une source d'échec? Alors, c'est une bonne idée. Alors, pas si on a une liste de bonnes résolutions longue comme le bras, évidemment, mais si on a une très bonne résolution à laquelle on tient beaucoup, pour laquelle on est très décidé, ça peut être une bonne idée de le dire à son entourage, d'abord pour obtenir du soutien dans la réalisation de cette bonne résolution, et aussi parce qu'effectivement, une fois qu'on l'a dit, on se sent beaucoup plus en difficulté à l'idée de laisser tomber. Oui. Donc, effectivement, ça peut être une bonne piste si c'est limité, et que c'est vraiment certain, réfléchi, qu'on a organisé la mise en route de cette bonne résolution, ça peut être une bonne piste. L'autre bonne piste, un peu du même style pour réussir à la tenir, c'est de prendre une bonne résolution avec quelqu'un, par exemple arrêter de fumer ou faire du sport, et de décider ensemble comment on pourrait se donner des rendez-vous pour la réaliser ensemble. Une bonne résolution, ça implique par définition un effort ? Oui, absolument. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a notre quotidien rempli d'obligations et de stress, et ces deux facteurs-là font qu'il est beaucoup plus simple, évidemment, de fonctionner sur des zones réflexes, c'est-à-dire tout ce que l'on fait sans avoir à y penser, sans avoir à faire d'efforts. Une bonne résolution, on a du mal à la tenir parce que, de façon particulièrement spécifique, contrairement à tout ce qu'on fait sans y penser, là, il faut le penser, l'organiser et le faire, alors même que ce ne fait pas partie de notre quotidien habituellement. Et c'est précisément ça que l'on cherche à obtenir, que ce soit un nouveau réflexe. Donc ça va supposer qu'on ait en tête que pendant plusieurs jours, au moins 3 semaines, moi je dirais plutôt 6, au début de l'année, nous acceptons de faire un effort quotidien pour mettre en place cette bonne résolution jusqu'à ce qu'elle devienne un nouveau réflexe et qu'il n'y ait plus aucun effort à faire. Ouais, et c'est important de se mentaliser de cet effort nouveau. Dans une étude, j'ai lu que 10% des bonnes résolutions seulement étaient tenues chaque année et que 80% étaient oubliées dès le mois de février. Exactement. Si on craque en cours de route, comment on se remet en selle ? On se remet en selle en se disant qu'il est normal de craquer quand on met en place quelque chose de nouveau, en raison précisément de l'effort que ça nous demande. Et l'effort que ça nous demande va être variable, c'est pas le même effort chaque jour,
il va être variable en fonction du stress et de la fatigue que l'on a dans chaque journée où l'on veut mettre en place cet effort-là. Est-ce qu'il vaut mieux prendre des bonnes résolutions définitives, immédiates, absolues ou progressives? Je vais arrêter de fumer, mais pas d'un coup, par exemple. En fait, la réponse, elle est deux. Pas parce que c'est une réponse de Normand, mais parce que c'est bien de mettre en place des choses absolues et d'un coup, mais très souvent, pour qu'elles soient réellement réalisables, cela demande des étapes. Et tous les coachs en changement, procédure de transition, etc., vous diront qu'il est plus facile de mettre en place des étapes faciles au début, contrairement à ce qu'on croit, parce que c'est le fait de réussir qui encourage à maintenir l'effort. Parmi les bonnes résolutions que les Français se donnent cette année, mais finalement, alors peut-être un peu plus cette année après l'épidémie qu'on a connue, oui, et le télétravail, etc. On parle beaucoup de l'épidémie de flemme en ce moment, de la démission silencieuse. La bonne résolution de quitter le bureau à 17h30 à partir de lundi prochain. Est-ce que c'est une résolution tenable de ne pas faire d'heures supplémentaires, de faire le minimum? C'est une résolution tenable si on organise tout ce dont on a besoin pour la tenir. Une résolution n'est jamais tenable en elle-même dans l'absolu. De la même façon qu'arrêter de fumer ne sera jamais tenable en soi-même dans l'absolu. Fumer, ça sert à gérer son stress. Donc si on a le même niveau de stress équivalent et qu'on arrête de fumer, il est hautement probable, à 80%, vous disiez, qu'on recommence à fumer. Mais par contre, si on organise tout autour pour que la réussite de ce changement soit le plus favorable possible, baisser le niveau de stress, faire embaucher quelqu'un, partir en formation, parler à son chef de comment c'est réalisable de partir à 17h30, expliquer pourquoi on doit impérativement le faire, oui, là ça devient beaucoup plus réaliste. S'organiser mieux aussi, c'est la condition pour avoir du temps pour aller au sport et partir plus tôt du bureau, par exemple. L'organisation plutôt que la procrastination, c'est un conseil que vous donnez aux gens qui viennent vous voir? Absolument, et s'organiser mieux, ce n'est pas qu'une question de décision, même si c'est essentiel et indispensable, c'est aussi apprendre à s'organiser. Il y a des trucs pour s'organiser, il y a des logiciels, il y a des formations, il y a des petits tips comme ça de gestion du temps qui sont indispensables à connaître et qu'on ne peut pas sortir de nulle part si on ne nous a jamais appris à le faire. Donc c'est important, ça aussi, ça fait partie de ce qui permet de réaliser une bonne résolution, c'est de s'intéresser à comment font les gens qui y arrivent. Pour pouvoir reproduire cette façon de faire vertueuse. Alors perdre du poids, arrêter de fumer, aller au sport, apprendre le chinois, que sais-je, passer plus de temps avec ses proches, est-ce qu'on n'a pas tendance à prendre les mêmes résolutions et à faire les mêmes vœux pour l'année suivante chaque année? Oui, d'ailleurs, moi, je ne prends jamais de bonnes résolutions parce que je pars de ce principe-là qu'effectivement, je sais très bien ce que j'ai à faire. Par contre, tous les 31 décembre, par exemple demain, ouais, je passe 2 heures dans mon bureau et j'écris tout ce que j'ai réussi à faire cette année. Parce que j'ai remarqué que c'est un temps que l'on ne prend jamais d'observer ce que l'on a réussi à faire. Par contre, on passe beaucoup de temps à se tyranniser, à se reprocher, à se culpabiliser de tout ce qu'on n'a pas réussi à faire. Mais si on ne prend pas ce temps-là d'observer ce qu'on a réussi à faire, on a l'impression d'être en échec permanent. Alors que quand on prend ce temps-là, on réalise à quel point notre année a été en fait riche de beaucoup de choses. C'est juste que ce qui nous semblait très essentiel et qui nous a demandé beaucoup d'efforts n'a pas réussi à se produire cette année, soit parce qu'on l'a mal organisé, comme vous le disiez tout à l'heure, soit parce qu'on n'a pas été assez persévérant sur la mise en place d'un nouveau réflexe et qu'on n'a pas réalisé ça quotidiennement pendant assez longtemps pour que ça devienne quelque chose qu'on fait sans effort, soit encore parce que c'était quand même des années exceptionnelles. Il faut quand même qu'on soit un petit peu gentil avec nous-mêmes. Je pense que notre système corps-esprit tout entier a été beaucoup occupé à survivre. Et dans ces années-là, c'est particulièrement difficile d'introduire du changement puisque c'est comme si tout notre système était un peu à l'arrêt.
J'entends beaucoup de patients, par exemple, qui me disent oui, je vois presque plus mes amis, je comprends pas ce qui se passe, on invite les gens à des fêtes, ils viennent plus, je suis en train de perdre toutes mes relations sociales, etc. On voit bien qu'on est tous un petit peu figés et qu'on est resté dans ce figement-là du trauma du confinement. Donc en sortir petit à petit, c'est deux choses. D'abord réaliser qu'on a eu peur et que peut-être on a encore un petit peu peur que ça revienne. Et deuxièmement, accepter de faire les choses petit à petit avec persévérance, c'est-à-dire pas lâcher l'affaire, ne pas renoncer. C'est une clé vraiment essentielle à la mise en place de ce qu'on souhaite vivre. Est-ce qu'au lieu de choisir un ou plusieurs objectifs globaux à suivre pendant les 365 jours de l'année qui vient, il ne vaudrait pas mieux se fixer un objectif pour chacun des 12 mois, par exemple, ou un domaine spécifique sur lequel se concentrer? Ben, c'est pas bête du tout. D'abord parce que ça demande de réfléchir à des choses réalistes, plus concrètes peut-être, et aussi parce que ça découpe un objectif un peu global en plusieurs petits objectifs, ce qui est toujours plus facile à tenir, donc plus encourageant, et donc a plus de chances d'être tenu réellement. On va continuer à partager ces réflexions sur les bonnes résolutions qu'on prend généralement en cette fin d'année. Et bien sûr, vous nous appelez au 0826 300 300 si vous vous sentez concerné, si vous avez déjà pris de bonnes résolutions pour 2023 et que vous avez des questions à poser à notre invitée Ariane Calvo, qui est psychologue. On se retrouve dans quelques secondes. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 10h30, 13h, Thierry Staner. Après 2022 viendra inéluctablement 2023 et c'est l'heure à laquelle beaucoup d'entre nous se donnent des bonnes résolutions pour la nouvelle année. On en parle ce matin avec Ariane Calvo, qui est psychologue. Ariane Calvo, en fait, notre cerveau n'est pas conçu pour lutter contre les habitudes. C'est ce qu'explique Mathias Pessiglione, qui est chercheur à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, donc un scientifique qui s'est penché sur cette question et qui nous dit c'est un peu comme le carré de chocolat, ça libère une dose de dopamine qui conditionne à en désirer toujours plus. Les habitudes, c'est compliqué à s'en défaire. Absolument. J'allais vous le dire tout à l'heure, une des petites astuces qui aide le plus mes patients et moi-même, c'est cette histoire de 5 secondes pour décider. En fait, on s'est rendu compte, effectivement, les scientifiques qui s'intéressent aux neurosciences, que depuis Homo sapiens, en raison du fait que de la nouveauté pouvait provenir un danger, notre cerveau va toujours choisir la solution la moins énergivore pour lui, celle qui va lui permettre de consommer le moins d'énergie psychique, puisqu'il faudrait, dans l'absolu, qu'il garde le plus d'énergie physique et psychique possible au cas où un danger surviendrait. C'est pour cette raison qu'on est effectivement campé dans nos habitudes, c'est-à-dire ces façons de vivre qui nous demandent peu de pensée et donc peu d'efforts et donc peu d'énergie cérébrale. Et on va se rendre compte que quand on prend une décision qui impose un changement ou de la nouveauté ou un effort ou les trois, ce qui est souvent le cas pour les bonnes résolutions, notre cerveau va essayer absolument de nous convaincre de ne pas faire cela car cela supposerait une déperdition d'énergie dont il ignore l'utilité. Puisque lui, il est dans sa zone réflexe complètement reptilienne. Il n'est ni dans l'intellect, ni dans les émotions. Mais il y a donc cette il va question commencer à vous dire, mais non, fumer, par exemple, excusez-moi, fumer, c'est important pour toi parce que quand même, ça te réduit le stress. Mais tu penses pas que à partir du mois d'avril, quand il va commencer à faire beau, ça sera plus simple de faire du sport et d'aller à la piscine parce que tu vois, sinon tu vas attraper froid si tu sors de la piscine avec les cheveux mouillés. Mais non, un régime, tu vois bien, pendant les fêtes, c'est pas possible. Il faut que tu attendes l'été où on pourra manger des salades, etc. Toutes ces bonnes raisons de ne surtout pas faire ce qu'on s'est décidé à faire, c'est le cerveau qui nous les envoie pour ne pas qu'on fasse de changements dans les habitudes. Mais il y a aussi cette histoire de dopamine, ça se contrôle pas. Effectivement, en fait, la dopamine, c'est juste le résultat hormonal de ce que je suis en train de vous dire. D'accord. C'est-à-dire que quand on ne modifie pas une habitude, il envoie une satisfaction et un bien-être comme une sorte de réconfort qui récompense la non-action. Donc en fait, pour avoir cette non-action et cette dopamine, on va se maintenir dans ses habitudes. En fait, c'est très peu simple puisque nous, ce qu'on cherche à faire, c'est changer nos habitudes pour prendre soin de soi. Mais
le cerveau est convaincu, parce que c'est extrêmement ancré de façon multimillénaire en nous, en tant qu'Homo sapiens, qu'il faut absolument qu'il préserve l'énergie pour quelque chose qui serait grave et important. Et comment on arrive à penser à la fois à l'immédiat, à ce qu'on décide pour maintenant, et aux conséquences à long terme? Je reformule, je m'explique. Si on prend le sport, par exemple, on se dit on va se mettre au sport en 2023. Quand on décide de s'abonner à la salle, c'est pour perdre du poids, être en forme, changer sa silhouette, vivre plus longtemps. Bon, mais ça, c'est des objectifs lointains. Alors quand se présente le jour J, l'alternative entre aller enfiler son jogging, aller à la salle et rester sur son canapé, c'est difficile de penser les deux à la fois. Alors d'abord, les objectifs sont plus ou moins lointains, parce que ça, c'est déjà, ce que vous venez de faire, c'est déjà un petit peu discuter avec son cerveau sur la base de croyances. En fait, quand on réalise vraiment notre bonne résolution qui était de aller à la salle en plus de s'y inscrire, ce qui est déjà une deuxième étape qui suppose un effort, on se rend compte qu'en sortant, il y a deux bénéfices. Le premier est physique, puisque par la transpiration, on libère des toxines, donc on se sent mieux, même si on n'a pas encore perdu de poids et qu'on n'est pas encore plus en forme puisqu'on est fatigué d'avoir fait du sport. Mais on se sent objectivement mieux parce que les toxines sortent par la transpiration. Deux, on est fier de soi. Donc il y a une conséquence psychologique qui est déjà intéressante à capitaliser. Donc en fait, cette croyance que nous envoie le cerveau, qui est que ça va être fatigant et douloureux, est facilement démontable. Et en tout cas, on peut réussir à se convaincre assez facilement. C'est-à-dire qu'il suffirait de 2 ou 3 journées comme ça où on va effectivement à la salle de sport et on ne se laisse pas convaincre par tous ces arguments qui essayent de nous maintenir dans les habitudes confortables du quotidien, pour commencer à comprendre que l'objectif n'est pas si lointain et que le bien-être est tout proche, même s'il n'est pas l'objectif ultime de bien-être. Mais déjà, des petits bien-être peuvent aider à renforcer notre bonne résolution et à la tenir. En sorte, ce que vous partagez avec nous ce matin et que vous partagez sans doute aux gens qui viennent vous voir en tant que psychologue, c'est un mode d'emploi pour entraîner sa motivation, c'est ça ? Oui, c'est exactement ça. Entraîner sa motivation et réaliser qu'il n'est pas si douloureux que notre cerveau veut bien nous le faire croire, de mettre en place des bonnes habitudes et de prendre soin de soi. Ça peut même être satisfaisant très très vite. Pour se débarrasser des mauvaises habitudes, il faut nécessairement s'en créer de nouvelles ? Oui, c'est indispensable. En fait, on fonctionne comme cela. On a besoin, pour toutes ces raisons qu'on est en train d'évoquer, que notre vie quotidienne nous coûte le moins possible en énergie. Donc, effectivement, si on veut se débarrasser de mauvaises habitudes, il faut en créer de nouvelles. Donc si je veux arrêter de fumer en 2023, il faut que je pense déjà à tout ce que je pourrais faire à la place d'allumer cette cigarette. C'est exactement ça. Des chercheurs anglais, j'ai lu, ont calculé qu'il fallait 6 mois pour remplacer une habitude par une autre. Ça vous paraît cohérent avec ce que vous observez, vous, de votre côté ? Je pense qu'il faut plutôt 6 semaines avant de amorcer en fait la nouvelle zone réflexe, et probablement 6 mois pour l'ancrer définitivement, c'est-à-dire ce stade que l'on recherche là dans notre discussion, où cela ne nous coûte plus du tout de procéder à ce que l'on voulait mettre en place. Concrètement, vous, en tant que psychologue, dans votre cabinet, vous en recevez beaucoup, des gens qui, en cette période de l'année ou juste avant, début décembre, viennent vous trouver pour vous parler de ce sujet, des bonnes résolutions qu'ils prennent et qu'ils voudraient tenir. Alors malheureusement, en ce moment, les gens vont très très mal à nouveau, et pour plein de raisons différentes que vous avez un petit peu évoquées en début d'émission, et ils parlent de sujets très très lourds. Et donc les bonnes résolutions, c'est un peu la queue de comète de cet état un peu déprimé, léthargique, difficile, à cheval entre le renoncement et la persévérance, où on ne sait pas trop vers où ça va aller. Donc c'est déterminant là, cette histoire de bonne résolution, pas tellement pour réussir à perdre du poids, mais plus globalement pour réussir à nouveau à être heureux dans un moment de vie collectif et individuel où c'est particulièrement difficile de trouver de bonnes raisons d'être heureux d'être en vie. Donc il y a vraiment quelque chose
d'important à aller regarder en soi quels sont nos besoins profonds, qu'est-ce que l'on peut faire pour qu'ils se réalisent. C'est déterminant là dans les années qui viennent. C'est vrai qu'en cette période où tout nous invite au bilan et à des perspectives, à penser à des perspectives qui ne sont pas forcément réjouissantes. Oui, qui sont difficiles. L'interrogation qu'on a tous finalement, c'est il est où mon bonheur, il est où le bonheur, comme chanterait l'autre, c'est ça. Absolument, c'est exactement ça. Les gens sont désespérément en recherche de bonheur et c'est vrai que les temps sont particulièrement ardus. Mais c'est possible, vraiment, on peut réussir à trouver les choses qui nous rendent heureux, les petites comme les grandes choses. La première étape, ça va être de se demander qu'est-ce qui nous rend heureux nous-mêmes. Parce qu'on est très parasité par deux choses. D'abord, ce que la société en général, toutes les croyances, les conventions sociales, etc., nous disent qu'il faut faire pour être heureux. Ce qui ne nous convient pas forcément, donc c'est important de trouver ce qui nous convient à nous. Et puis aussi, essayer de, je ne sais pas comment le dire, se débarrasser de la glu déprimée là, dans laquelle on est pris depuis plusieurs années, qui nous invite au renoncement permanent pour s'accrocher, vraiment être persévérant, chercher les petites choses qui nous rendent heureux, voir à long terme, comme vous le disiez tout à l'heure. Voilà, vraiment être plus attentif que jamais à ce que contient notre vie et à ce qu'on voudrait qu'elle contienne. Est-ce qu'on a un problème avec la définition du bonheur ? Ça, c'est possible. C'est un grand mot, c'est un grand mot, le bonheur. Oui, absolument. Et c'est très souvent, on se rend compte que c'est très abstrait. Les gens ne savent pas bien ce que ça recouvre. Plus je cherche ce que c'est que le bonheur réellement, plus je réalise que très souvent, quand on évoque avec les gens ce que cela veut dire se réaliser soi-même, le sentiment qu'ils perçoivent se dégager de se réaliser soi-même est très proche de ce qu'ils pensent être le bonheur. Donc peut-être on peut chercher de ce côté-là. Qu'est-ce qui me donnerait dans la vie le sentiment de me réaliser moi ? Qu'est-ce qui rend ma vie conforme à mes valeurs, conforme à mes aspirations profondes ? C'est par là qu'est le bonheur. Vraiment, je le crois sincèrement. Mais être heureux avec soi-même, c'est pas nécessairement rester penché sur son nombril. Est-ce que le bonheur, ça passe pas par les autres, par l'engagement, par des convictions, quelles qu'elles soient d'ailleurs Oui, absolument. Très souvent, on va se rendre compte que le bonheur est très relationnel. Et en fait, regarder à l'intérieur de soi honnêtement ce qui nous rend heureux va introduire très souvent les gens qui comptent pour nous et de façon plus large la société dans laquelle on est inscrit. Donc vous allez voir que en pensant à soi, on va très naturellement penser à tous les liens que l'on a, qu'ils soient très proches ou plus lointains, plus globaux. Parlons d'un sujet qui est un peu marginal sans doute, mais parlons de la phobie des fêtes, la phobie de cette période. Ah oui. Certaines et certains sont comme allergiques à la période des fêtes. Dès que les guirlandes et les illuminations paraissent, ils se sentent angoissés, déprimés. Alors peut-être encore plus cette année par rapport à ce qu'on vient de dire. Comment vous expliquez cette aversion qu'ont certains pour Noël ? C'est pas si rare que ça. Et pour le Nouvel An. Oui, tout à fait. Le mois de décembre pour les psychologues est le mois le plus chargé de l'année, avec le mois de janvier pour la même raison, mais sur le versant ce qui s'est réalisé. Au mois de décembre, on a l'appréhension des fêtes pour beaucoup d'entre nous. Ce qui se passe, c'est que c'est sur deux versants. La première, c'est que les fêtes de famille nous renvoie très régulièrement au dysfonctionnement qu'il y a eu dans notre famille quand on était enfant et nous renvoie à notre place d'enfant, c'est-à-dire une place d'impuissance à faire changer les choses dans ce qui est le système qui compte le plus pour nous, dans lequel on a acquis tous nos repères. Et ça peut être particulièrement douloureux selon le niveau de sécurité affective et de fonctionnalité des familles. La deuxième chose, c'est que comme c'est un événement extrêmement symbolique de réunion, d'entourage, de partage, de bonheur partagé. C'est vraiment pas quelque chose que l'on vit seul dans l'imaginaire collectif, les fêtes, quand on doit le vivre seul. Ça renvoie une sensation d'échec social terrible, quasiment insurmontable dans la sensation qu'en ont les gens. Donc selon les aménagements, les négociations avec eux-mêmes ou les décisions qu'ils ont prises pour arriver à traverser ce moment
de solitude de la façon la plus agréable possible, eh ben, ça peut être particulièrement difficile ce que ce moment de solitude nous renvoie, alors que tout le monde, en tout cas c'est la sensation que l'on a, tout le monde partage ce moment avec les proches et moi je ne peux pas. Merci beaucoup Ariane Calvo d'avoir été avec nous ce midi pour parler de ces sujets très intéressants. Merci beaucoup. Je vous en prie. Dans un instant, ce sera le journal de 13h sur Sud Radio. Ensuite, Jacques Pessis. Merci à Juliette, Maxime et Thibault avec qui j'ai passé cette semaine. Lundi, ce sera le retour de Jean-Jacques Bourdin à 10h30 et d'André Berkoff à 12h30. Je vous souhaite de passer de belles fêtes avec Sud Radio et à très bientôt.